Philippe, on va parler d'argent. Hé, camarade, t'as pas 100 balles? Sud Radio Rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de mort, c'est rien, c'est... Bonne nuit, Philippe. Faites de beaux rêves. Je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Alors toutes nos excuses Philippe, on a mis le jingle mais parce qu'il nous manquait. Il était là dans le dossier de Quentin Kébenis, il nous a demandé gentiment et on a accepté. Moi, quand je l'ai revu, j'ai eu une certaine émotion. Ça me rappelle tellement d'émissions avec Philippe que j'étais obligé de le rejouer. Du temps où Philippe chantait. Et oui. Maintenant, il chante. Il y a vraiment à boire et à manger dans ce jingle, mais on y reviendra. On va le retravailler. Ouais, peut-être faut le retravailler. C'est vrai, c'est pour la Coupe du Monde, la fédération. Voilà, il faut peut-être un peu monter un peu en exigence. On va réenregistrer un titre avec toi, Philippe. Je vais ressortir Jeanne Masse. Ouais. Ah oui, en rouge et noir. C'est vrai que c'était peut-être mieux. C'était peut-être un peu plus juste. On va parler de la Coupe du Monde de rugby parce que quand même, alors que je vous le donne juste quand même, je suis désolé, mais une scène ahurissante actuellement. Il y a la première étape de la Vuelta, c'est du contre-la-montre en ligne. C'est la Movistar. Et c'est exceptionnel parce que il n'y a pas de lumière dans Barcelone et du coup la course se fait dans le noir complet. C'est extraordinaire, c'est éclairé par les phares des voitures. Je pense qu'il y a un petit souci du côté de l'orga de la Vuelta et on est stupéfait en studio. Allez, on va parler de la Coupe du Monde de rugby avec la Fédération française de rugby. Parce que forcément déjà juste sur la Coupe du Monde de rugby on va parler grands chiffres, j'ai l'impression Philippe, parce que ça peut rapporter combien au global, pas qu'à la fédération, on se concentrera ensuite sur la fédération, mais quels sont les chiffres qui entourent économiquement un événement comme la Coupe du Monde de rugby qui est l'un des plus grands événements à l'échelle mondiale? C'est assez colossal. Alors il y a deux volets. Il y a ce que ça doit générer en économie directe pour le pays et ça se chiffre au-delà du milliard d'euros de retombées puisqu'on attend plus de 400 000 visiteurs étrangers qui vont chacun bien sûr consommer et visiter et découvrir la France. Donc ça a un impact fort sur l'économie du pays forcément. C'est aussi toujours un enjeu géopolitique et stratégique à la vue de la place de la France dans le monde. Ça, c'est pour la vision, on va dire, macroéconomique et très au-delà du rugby. Et puis ensuite, en ce qui concerne vraiment l'économie du rugby français, alors il y a eu des mauvaises nouvelles successives. On attendait beaucoup plus au départ de cette Coupe du Monde, d'après les premières annonces, puisque en comparaison à 2007, qui a été la dernière édition qu'on a reçue, le chiffre d'affaires sera quasiment 3 fois supérieur au chiffre d'affaires global généré en 2007, mais les résultats seront quasi similaires, voire un peu inférieurs. Donc ça s'explique par de nombreux facteurs, notamment sans tirer dans l'ambulance, mais pas mal de fautes de gestion de l'ancienne gouvernance du GIP sous Claude Haché, puisque au départ Claude Haché avait pris la parole pour annoncer les premières projections qui faisaient état de 200 millions d'euros de bénéfices pour le GIP. Donc rappelons, le GIP c'est le groupement d'intérêts qui porte cet événement-là, et qui est constitué de plusieurs actionnaires, que sont la Fédération française de rugby, l'État français, qui est venu cautionner auprès de tous les acteurs cette Coupe du Monde financièrement au moment de la candidature, et puis de façon très symbolique le CNOSF. Voilà. Donc le GIP avait annoncé au départ un bénéfice de 200 millions d'euros, qui a été revu une première fois à 80 millions d'euros, et finalement qui sera autour de 40 millions d'euros. Ah, c'est pas la même histoire quand même. Non, c'est pas du tout la même histoire. Mais attends, tu mets ça sur le compte de quoi? Parce que est-ce que par exemple avoir son stade, par exemple si la fédération avait son stade comme la fédération anglaise à Twickenham ou d'autres dans le monde, est-ce que ça aurait pu changer la donne en termes de bénéfices directs, par exemple pour la fédération? Parce que là sur les 40 millions que tu donnes, il y en a combien qui vont dans la fédération? Alors, sur les 40 millions qui va rester de bénéfices, et c'est là où la fédération va devoir surfer sur l'engouement autour de la Coupe du Monde pour aller chercher des revenus indirects, parce que aussi surprenant que ça puisse paraître, en revenus directs, quasiment rien reviendra à la fédération directement.
puisque des accords ont été pris avec le GIP. Alors, ça va servir le rugby sur le territoire pour comprendre quand même la façon. On parlera dont de les l'après choses Coupe se du Monde, passent. justement, sur lequel la fédération peut travailler, quoi. Mais sur ces fameux 40 millions qui sont attendus directement de la part des bénéfices concernant le GIP, ils vont aller d'abord aux collectivités qui ont accueilli les matchs de la compétition et qui elles-mêmes vont être chargées de réinvestir une partie de l'argent pour développer les infrastructures. Donc malgré tout, ça sert la pratique et ça servira le rugby et ses licenciés, puisque plusieurs millions d'euros, quasiment 15 millions d'euros de tête, vont être reversés aux collectivités, charge à elles de l'utiliser pour le développement du rugby et l'amélioration des infrastructures. Et puis ensuite, la plus grosse quote-part reviendra à la Ligue qui a quand même porté beaucoup cette nouvelle vision des relations Ligue-Fédération pour aider le staff du 15 de France à avoir les joueurs à disposition. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué, donc une partie significative des bénéfices reviendra à la Ligue, qui reviendra elle-même forcément au club professionnel. Et puis ensuite, une partie de la somme ira au programme Campus 2023, qui est un sujet concernant la formation. Oui. Voilà, donc directement à la fédération, il va pas rester grand-chose. Donc par contre, le boulot maintenant qui est à la charge de la fédération, c'est d'aller en tirer des revenus indirects. Et là, ça passe par quoi? Ça passe par le recrutement massif de licenciés. Il faut qu'on retrouve une dynamique très différente et beaucoup plus importante en termes de licenciés. Et il faut qu'on se serve de cet événement et de la chance qu'on a d'avoir toutes ces têtes d'affiche dans le rugby français et tous ces joueurs, honnêtement, qui, au-delà du collectif, à titre individuel, sont de super exemples pour les jeunes qui ont envie de rejoindre les clubs. Et puis ensuite, pour faire comprendre aux annonceurs que le rugby est un vecteur de communication particulier par rapport aux autres sports et aller encore plus loin dans le développement du marketing et du merchandising. Ouais, effectivement. Et justement, on se pose la question, est-ce que, parce que je pose une question sûrement d'amateur, pour le coup, moi, j'ai pas de pote assez autant les choses que toi, et c'est toi notre spécialiste sur ces volets-là, mais si la fédération avait eu son grand stade, ça aurait changé la donne? Je suis pas persuadé. Là, il faut faire des comparatifs parce que forcément, les stades qui sont sous concession ont des coûts de location qui sont pas neutres. Mais de toute façon, pour un événement de cette envergure, il faut aller dans toutes les villes, il faut que toute la France soit associée de façon assez proche à l'événement. Donc même si la fédération avait eu son stade, de toute façon, il aurait fallu au moins 8 ou 9 stades de plus et on n'aurait pu jouer qu'un nombre de matchs limité dans ce stade. Donc ça aurait pas eu un impact significatif sur l'économie de la chose. Non, je pense qu'au départ, il y a eu un peu d'euphorie pour moi, un peu trop d'euphorie. Il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. Il y a eu quelques gros loupés quand même. Au départ, il y a eu cette annonce disant que toutes les fédérations seraient invitées à rester jusqu'au bout de la Coupe du Monde. Et oui, puis finalement, rétropédalage. L'organisation, rétropédalage. Il y a eu ce projet super ambitieux des chœurs des enfants, plusieurs milliers d'enfants qui devaient chanter les hymnes à chaque match. Là aussi, rétropédalage. Il y a eu rétropédalage. C'est pas non plus une Coupe du Monde au rabais, rassure-nous. Non, pas du tout, pas du tout. Mais ça aurait été une Coupe du Monde au rabais si on avait voulu à tout prix préserver le résultat au détriment de l'expérience. Ouais. Aujourd'hui, ce que je vous dis, c'est que le budget est beaucoup plus important et les bénéfices seront moins importants que ce qu'ils avaient été annoncés. Donc, ça veut bien dire qu'on maintient des charges importantes. Pour le service à fournir aux spectateurs dans les stades et pour servir l'événement. Donc ce sera une grande Coupe du Monde, c'est clair. On l'a dit tout à l'heure sur la partie sportive, elle sera ouverte sportivement et intéressante à suivre avec des incertitudes comme on n'en a peut-être jamais eu dans l'histoire des Coupes du Monde. Donc on a bien sûr hâte, mais c'est vrai que le chantier pour la fédération, il est honnêtement important. Et que c'était pas tout à fait comme ça que les choses auraient dû se passer quand on les avait présentées il y a 2-3 ans maintenant.
Avant d'ouvrir la discussion avec Johan, est-ce que le parcours de l'équipe de France conditionne beaucoup de choses économiquement, notamment pour la fédération, pour capitaliser sur l'après-Coupe du Monde? Énormément. Alors, en direct, il y a des enjeux de primes de sponsors sur la performance. Et ça, ce sera reversé intégralement en prime pour les joueurs, ce qui est normal. Il y a déjà eu une négociation, les joueurs ont déjà fait un effort, il faut le saluer par rapport aux premiers engagements qu'avait pris l'ancienne gouvernance, parce que l'état des finances de la fédération ne permet pas d'être aussi généreux. Donc, ce que les sponsors donneront en prime de performance ira aux joueurs. Mais par contre, il faut bien sûr capitaliser sur cet engouement, et plus la France ira loin, plus ça servira l'image de la fédération et tout le rugby pour retrouver une dynamique globale. Et je rajoute que dans les enjeux financiers, il y a un sujet important, c'est ce qu'on appelle la RSE aujourd'hui, la fédération à mission. Ça, c'est un projet qui est cher à Florian Grill, le nouveau président. C'est-à-dire que le rugby doit aller au-delà de ce qu'il représente en termes de sport. Il doit être un vecteur de lien social, de sport santé. Il y a tout un tas d'enjeux. Et là, la fédération française doit aussi aller chercher de l'argent sur ce volet-là, en demandant à des entreprises et des privés d'accompagner cette vision sociale et sociétale du rugby au-delà de la pratique. Yoann Huget, tu as connu toi des Coupes du Monde, voilà, tu as connu en tant que joueur, en tant qu'observateur. Qu'est-ce que tu penses que ça peut amener au rugby français, cette Coupe du Monde? Sur le court terme, comme disait Philippe, c'est difficile à prévoir, mais en tout cas en termes de licenciés, ça peut réunir des familles, ça peut réunir beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de clubs aussi on essaie de développer le nord de la France, parce qu'on sait que le rugby, ça reste quand même assez sud-ouest, malgré quelques clubs qui sont en train de se développer. De nouveaux partenaires également aussi qui vont découvrir, parce que pour être un peu sur TF1, le rugby reste encore assez méconnu, malgré tout, mis à part Chabal qui reste encore ancestralement connu. Antoine arrive derrière, mais peine à arriver. Donc, malgré les résultats positifs de l'équipe de France, il faut qu'il y ait un réel engouement et que la France aille le plus loin possible pour réunir les Français, et qui, socialement parlant, peut faire aussi énormément de bien à notre pays, à notre nation, de se réunir dans la rue, comme on a pu le voir avec l'équipe de France de foot également. Ouais, Philippe? Ouais, non, mais Johan a tout dit. C'est vrai que malgré tout, nous, on vit un peu en vase clos, parce que le rugby fait partie de nos vies, mais c'est vrai qu'on se rend compte que aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont un très beau potentiel, et c'est pas leur faire offense, mais en notoriété spontanée, quand vous demandez, quand vous faites une enquête dans des territoires qui sont pas des territoires de rugby, et vous demandez, qu'on vous cite les grands sportifs français, les rugbyman ont encore du mal à émerger. Donc, il faut qu'on rentre dans les foyers français beaucoup plus largement. C'est en train quand même d'arriver, quand on voit les audiences. On y travaille aussi, nous. 2 ans. Et bien sûr, on y travaille tous, et on y contribue nous aussi. Mais quand on voit les audiences aussi télé du dernier tournoi, là, les premières audiences de TF1, on se dit que le travail est en train de se faire, qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe autour du rugby.